Donc voilà. Alors, à l'origine, et je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient loin d'être nés quand moi-même j'ai vu le jour, il y a fort longtemps. À l'origine, donc, j'ai eu cette chance de naître dans une famille liée à la résistance. Donc, enfant, j'étais un peu nourri par la geste de Gaulle. Et puis, faisant des études de littérature et de philosophie à la Sorbonne, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie orientale avec cette idée que tout homme qui se veut lettré ou humaniste aujourd'hui doit absolument comprendre de l'autre côté du monde comment on a pensé Dieu, le temps, l'homme, la femme, les cycles. Or, à la Sorbonne, en philosophie à l'époque, il n'y avait pratiquement aucune étude sur la pensée de l'Inde, la pensée de la Chine ou la pensée du Japon. Donc j'ai voulu ouvrir cette porte. Et donc j'ai fait une thèse avec ce magnifique écrivain qui est Jean Grenier. Et avant d'aller en Inde, d'ailleurs, j'avais rencontré André Malraux. Je suis ravi que vous l'ayez cité. Et je suis ravi d'ailleurs que vous ayez parlé de ce vieil ami Takemoto Tadao, que je vais retrouver encore en octobre prochain et qui est en train de rédiger en japonais. Donc le livre que vous avez lu sur les miroirs, il l'avait écrit en français avec de l'aide. Et là, il écrit en japonais, ce qui est en quelque sorte son testament spirituel, intellectuel et politique. Donc j'imagine et j'espère qu'il est en train de terminer, qu'il y aura ensuite une traduction. Fin de cette parenthèse. Donc voilà, j'étais donc non pas complètement éloigné de la politique, parce que je me souviens déjà d'une bagarre en 65 avec des gars qui collaient des affiches pour cette canaille de Mitterrand, et j'avais arraché violemment les affiches. J'étais entouré par des types de la CGT, conduit au poste. Le commissaire me dit « Monsieur, vous savez, vous n'avez pas le droit d'arracher les affiches ». Je réponds « Si, j'ai le droit, parce que ce n'était pas sur un panneau d'affichage ». Donc on discute. Les gens disent « Vous allez bien le garder ». Alors le commissaire dit « Le mensonge ne lui faisait pas peur ». « Oui, oui, bien sûr, n'ayez crainte ». Les autres partent et immédiatement il me dit « Allez, vite, filez, filez ». Donc j'ai compris quelle était son opinion, ça m'a amusé comme une première petite leçon. Donc arrive mai 68, j'ai en tête quand même ce magnifique moment qui, est-ce que ça recommencera de mon vivant, j'en sais rien, mais où la France, représentée par De Gaulle, déjà en 64, sur tout le continent latino-américain pour prêcher la liberté, ensuite le discours de Phnom Penh, le discours de Montréal, le discours d'autres discours de Mexico, oui, c'était 64, et ensuite le voyage en Russie, avec cette phrase étonnante. Là c'était pas de la fausse modestie. À la fin de son voyage, que dit-il devant un parterre d'apparatchiks soviétiques ? Le voyage que je viens d'accomplir chez vous est celui de la France de toujours, bravo pour la modestie, à la Russie de toujours. La Russie de toujours, en 66, devant des apparatchiks communistes. La Russie de toujours, elle remonte au Moyen-Âge. Donc vous voyez, l'audace de cet homme qui, l'année suivante, au 67, était parti en Pologne, aussi prêcher subtilement, et pour prêcher quand même l'indépendance, l'Europe de l'Atlantique, elle aura. Donc j'étais fasciné par cet aspect. Et j'étais en train de me plonger dans des textes poétiques ou bien dans des textes de Bouddha. Arrivent les événements de mai 68. Et au début, je trouve ça très bien. Je trouve très amusant, quelqu'un qui aime la poésie, je trouvais très amusant les slogans qui sortaient. Je vais beaucoup voir Maurice Clavel avec sa voix comme ça, qui arpentait le boulevard Saint-Michel. Quelqu'un comme Lanza del Vasto, on l'a un peu oublié, enfin il a beaucoup compté pour nous faire découvrir l'Inde. Et il y avait une espèce de ludisme lié à des contacts humains de qualité, lié aussi à un érotisme relativement facile, ici, à droite, à gauche, etc. Et puis, très vite, qu'est-ce qu'on a vu arriver ? Très vite, très formés, les trotskistes et les maoïstes. Beaucoup d'ailleurs avaient été formés en Italie ou en Allemagne. Ils avaient des armes, c'est un type d'ERG qui me l'a appris plus tard, là je ne savais pas. Ils avaient des armes cachées quelque part, heureusement les armes étaient quand même gardées et quand même par des gars d'ERG qui au début étaient complètement perdus, mais quand même elles étaient gardées. Et des types qui voulaient vraiment faire la révolution. Alors là, j'ai pas hésité. Mon sang gaulien de Français indépendant et fier de mon patrimoine fait que je me suis mis
Et je peux vous dire qu'en section de philosophie de la Sorbonne, j'étais, je crois bien, le seul. Je me suis mis donc à faire de la propagande pour De Gaulle. Ça n'a servi à rien. Je parlais dans des assemblées. J'étais timide, mais maintenant, voilà, ça m'a déniaisé assez vite par rapport à la parole. Je parlais dans l'amphi Richelieu. J'ai même parlé à la fin devant le grand amphi de la Sorbonne, archi plein. Alors je commence par de la théologie, en disant « Seule la vérité est révolutionnaire », disait Lénine. Alors j'appuie sur le bon bouton. Le bon bouton, cite Lénine immédiatement. Quelle que soit la connerie qu'on puisse dire, enfin, cette phrase n'est pas une connerie, mais quelle que soit la connerie qu'on puisse dire, hein, il fait chaud, signé Lénine, applaudissement général. Et puis, pas à pas, c'était un peu préparé dans ma tête, je montre qu'une révolution est nécessaire, qu'elle est mondiale, qu'elle est contre le système impérial représenté en grande partie par l'Amérique et par le grand libéralisme, et que cette révolution doit se faire avec De Gaulle, hurlement, un gars sympathique me fait sortir par derrière. Voilà, donc c'était le 29 mai. Donc voilà, j'ai pris le plus possible la parole, ça n'a servi à rien. Je me suis retrouvé rue de Solferino, le bon côté de la rue de Solferino, c'est-à-dire le 5, ce qui maintenant est la Fondation Charles de Gaulle, dont j'ai la fierté d'être un des administrateurs, avec comme président Jacques Godefroy. Et là, il y avait un petit noyau autour d'un ancien de la France Libre, Pierre Lefranc, on voyait Focard aussi, on a vu arriver aussi Pasqua, le bon Pasqua, le Pasqua de la bonne époque, parce qu'après, bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il y a eu peut-être quelques légères déviations. Mais là, voilà, on voyait rue de Solferino les quelques-uns des partis gaullistes qui n'étaient pas sous la table. Car il faut bien savoir que toute une partie des ministres, toute une partie de ceux qui se réclamaient de Gaulle et qui avaient réussi leur vie grâce à De Gaulle, hein, et certains même avec les poches pleines, hein, eh bien tout cela, on ne les voyait plus. On ne les voyait plus, on n'était plus qu'une petite poignée, avec beaucoup d'inconscience. On n'a jamais cru que la révolution pourrait réussir. Et on n'a jamais cru que De Gaulle pourrait céder, même si, on pourra revenir au moment des questions, on s'aperçoit que le 28-29, De Gaulle traverse ce qu'on pourrait appeler d'un point de vue spirituel presque une sorte de nuit obscure, dans laquelle il ne croit peut-être même plus en lui-même. Il ne croit plus en la France, il ne croit plus en lui-même. Et c'est ce qui est très intéressant dans cette relation quand il va à Baden-Baden. Là, on pourra en parler parce que c'est un moment de tragédie un peu shakespearienne, d'homme qui est entièrement découpé, qui ne sait plus comment prendre les choses. Voilà. Et puis qui, en fin de compte, le sait, redresse la situation, ce qui prouve bien d'ailleurs, si une seule manifestation suffit à faire tomber une révolution, ça veut dire que ce n'était pas une révolution. On n'a pas dans l'histoire des moments où une manifestation fait tomber une révolution, premièrement. Et deuxièmement, on savait très bien à cette époque que le peuple n'était pas en armes. En 89, il était en armes. En 1830, il était en armes. En 1848, on l'a souvent oublié, avant la démission de Louis-Philippe, mais tous les faubourgs étaient en armes. Et le roi d'ailleurs, de même que son cousin, Louis XVI, Louis-Philippe, au moment de démissionner, a dit « Un père ne tire pas sur ses enfants. Hein. » Un communiste n'a jamais fait ça. Bon. Donc tout ça pour vous dire que les révolutions, elles sont faites avec un peuple armé. Et quelquefois même, des éléments de militaires qui appuient cette révolution. Nous n'avions ni le peuple en armes, ni des militaires du côté de la révolution. Bon. Mais la France a été prise à ce moment-là, il faut vraiment l'avoir vécu pour le savoir, a été prise de quelque chose qu'on pourrait rapprocher de cette analyse du mimétisme. Et ça, je l'ai vu à la Sorbonne, des camarades avec lesquels je parlais de Rilke, ou bien ceux qui s'intéressaient aussi un peu à la pensée orientale. Je les ai vus changer du tout au tout à partir du moment où il y a eu cette espèce de poussée extraordinaire. Mais pourquoi dans des têtes intelligentes, il n'y a pas de caractère? Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'était tout à fait le mimétisme de René Girard. À un moment donné, on était un imbécile, on était un facho, on était n'importe quoi si on ne suivait pas cette espèce de mouvement qui ensuite a été suivi pour bien d'autres raisons. C'est pour ça que vous avez eu raison de parler aussi des différents mai 68. Ça a été suivi par bien d'autres raisons, par les syndicats et par cette grève qui a été une des plus importantes de notre histoire.
faut pas oublier, parce que j'étais avec un débat tout à l'heure avec Philoche. Philoche, bon, ça n'arrête pas de dire des contre-vérités, et notamment des contre-vérités sur des points très précis. Mais pour lui, c'était la France entière qui était en grève. Il avait oublié une chose, les piquets de grève. Ceux qui ne voulaient pas faire la grève ne pouvaient pas pénétrer dans les usines, se faisaient insulter et ne pouvaient pas pénétrer dans les usines. Et ce qu'il faut savoir aussi, qui est très important, c'est que le Parti communiste ne voulait pas faire tomber De Gaulle. Dans les milieux gaullistes, que j'ai continué à fréquenter, après, à la suite de ça, je me suis occupé du référendum de 69, ensuite j'ai fondé un journal dit de gaullistes de gauche, enfin ça voulait dire les gaullistes, pardonnez-moi l'expression, les gaullistes purs et durs, quoi, avec des gens comme justement Dominique Deroux, avec Philippe de Saint-Robert, et Malraux nous a donné plusieurs fois des textes, mais le parti gaulliste, qui lui était quand même assez marqué à droite, était gêné par cette grande politique libertaire que menait De Gaulle partout. Et en fin de compte, ça explique bien comment la facilité que ensuite, au moment du référendum de 69, tous ces gens-là se sont tournés vers Pompidou et ensuite vers Giscard. C'était quand même le fond d'un certain électorat politique gaullien. Et ceux qui suivaient De Gaulle dans cette espèce de mouvement planétaire, ben, je peux vous dire qu'on n'était pas très nombreux. Et c'était magnifique. C'était magnifique de voir la France qui renouait avec sa grande politique étrangère. Eh bien, mes camarades ne le comprenaient pas. Et les ouvriers, je pense que certains le comprenaient, mais restaient chez eux. Je me souviens d'une distribution de tracts. J'ai pas reçu un coup de poing. Pas reçu un coup de poing ni à la Sorbonne ni ailleurs. J'allais tous les jours à la Sorbonne, j'ai pas reçu un coup de poing. Mais je me souviens d'une distribution de tracts que j'allais faire dans Paris avec un camarade, et quand on disait aux gens, avant l'affaire du redressement du 29-30 mai, réveillez-vous, faites quelque chose. Silence complet. La France était ankylosée. Et ça, c'est une leçon que je garde pour les années qui me restent. Si jamais, à nouveau, il y a une révolution ou un mouvement, il faut bien savoir qu'à un moment donné, les gens perdent leur libre arbitre, perdent leur capacité rationnelle, raisonnable. Il n'y avait pas de révolution, on n'allait pas foutre par terre De Gaulle pour mettre Mitterrand, personne ne le voulait. D'ailleurs, Mitterrand s'est tout de suite présenté à Charletti, etc. On n'allait pas mettre ni Rocard ni Mitterrand, ne rêvons pas quand même. C'était un rêve sinistre. Voilà. Donc, mais peu importe. Les gens voulaient être dans le coup. Vous savez, comme quand il y a des modes, la mode c'est terrible, il faut être dans le coup. Voilà. Eh ben non. Moi, j'étais anti-mode, solitaire, et je suis fier de l'avoir été, même si, pardonnez-moi de me répéter, même si je pense que nous n'avons pas servi à grand-chose, il fallait témoigner, nous avons témoigné, et en fin de compte, c'est De Gaulle, au moment où il s'est ressaisi, qui a totalement transformé la situation avec son dernier coup de génie. Après le référendum de 69, l'homme était usé. Il était touché moralement. Pourquoi ? Il n'aimait pas le pouvoir. Il aimait le pouvoir, bien sûr, mais ce n'était pas le pouvoir pour le pouvoir, comme des despotes comme on en voit partout. C'était un affectif. Et il avait besoin du contact avec le peuple. Bien sûr, le 18 juin, il n'a pas le contact avec le peuple. Mais très vite, quand il débarque en 1944, il cherche le contact avec le peuple. Il l'a cherché avec le RPF, il l'a cherché tout au long de la Ve République. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ce peuple qu'il a tenté de rehausser au-dessus de lui-même. Il le voit le caricaturer, le traiter de dictateur, lui tourner le dos. Et le choc émotif a été considérable chez cet homme qui avait 78 ans. Enfin, il avait 77, il allait avoir les 78 en novembre. Donc voilà, il est abattu. Et je pense, c'est un peu ce que j'essaie de montrer, ayant fait une enquête sur cette fameuse journée du 29, je pense qu'il s'est demandé s'il était encore De Gaulle. Est-ce que je suis encore De Gaulle ? Il avait besoin d'avoir la preuve, et on reviendra sur l'affaire de ces 29 et 30 mai, si vous voulez bien. Alors, dans ce petit livre, je n'ai pas voulu m'arrêter là. J'ai continué aussi à parler des activités politiques que j'ai eues en 69, le référendum perdu,
J'ai voulu parler de la question du quinquennat parce que je trouve que c'est totalement absurde, cette histoire de quinquennat qui transforme en fait ce que voulait De Gaulle, c'était une monarchie élective. Pour qu'il y ait un monarque élu, il faut qu'il ait un mandat long, peut-être même plus que 7 ans. Il ne faut pas qu'il s'occupe des petits détails, comme on le voit aujourd'hui. Il faut qu'il reste un peu à distance et qu'il s'occupe des grandes lignes, politique étrangère, politique militaire, voilà. Et qu'il laisse le Premier ministre, qui lui est, d'après la Constitution, le chef du gouvernement, c'est pas le président de la République qui est le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui le laisse faire. Donc le quinquennat a totalement modifié cet équilibre. Est-ce qu'on retournera à quelque chose de plus raisonnable? Je n'en sais rien. Tout dépend de ce qui reste comme ressort dans ce pays que j'aime tant, qui s'appelle la France. Est-ce qu'on a encore du ressort? Nous verrons. J'aimerais bien d'ailleurs maintenant une petite révolution, et cette fois-ci être du côté des révolutionnaires. Ça me plairait assez, parce qu'il y a pas mal de pavés à envoyer sur ceux qui, dans le fond, nous dominent. C'est plus l'État qui domine. L'État nous domine en Chine, oui, mais dans la plupart des pays européens, ce n'est plus l'État qui domine. Ce sont des puissances supranationales, beaucoup sont américaines, de plus en plus elles vont être aussi asiatiques. Ce sont elles qui ont le pouvoir sur nos consciences, à travers la télévision, à travers Internet. Les États ont démissionné, et en tout cas principalement les États en Europe. On a délégué à Bruxelles qui n'a aucun caractère. Sur les derniers événements qu'on vient de voir, on voit bien comment Bruxelles se couche, comme il s'est couché avec l'accord sur le Canada, et comment Bruxelles était prêt à se coucher pour l'accord de libre-échange avec les États-Unis, où on aurait été totalement ficelé par les lois américaines. Enfin, comme Trump ne voulait pas, là, dans ce cas précis, Trump nous a rendu un service. Donc voilà, après avoir évoqué dans ce livre d'autres péripéties, et c'est pour ça que j'ai mis dans le titre « Et ouverture », j'ai voulu essayer, par rapport à ce que je connais, ça fait quand même maintenant 50 ans que je fréquente l'Asie, essayer de montrer quelles étaient, et sur le plan spirituel, et sur le plan, disons, sociétal, quelles étaient les grandes questions que nous avions à traiter. Sur le plan de la société, la question la plus importante, me semble-t-il, c'est celle de la transmission. Or, une des conséquences extrêmement fâcheuses de mai 68, ça a été la dégradation de l'enseignement, malgré les efforts considérables faits par les différents ministres, et certains étaient de grande qualité, comme Chevènement, qu'il a été justement, et quand Jospin était ministre de l'Éducation, c'était pas forcément nul. Mais l'idéologie était telle que on a coupé, et je crois que vous êtes peut-être plusieurs à l'avoir constaté, on a coupé volontairement les élèves de nos racines nationales, à travers une histoire qui n'était plus chronologique. On les a coupés, je dirais même aussi, de nos racines littéraires, en n'étudiant pas la littérature de manière chronologique, mais uniquement de manière thématique ou par rapport à la société. Alors, j'espère que nous avons un ministre maintenant qui est en train de redresser les choses. Mais c'est bien tard, ça fait quand même énormément de dégâts, alors que partout dans le monde, c'est là le grand phénomène d'aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Inde, de manière négative et positive. Mais l'hindouisme et le goût pour les racines en Inde est en train de se développer considérablement, parfois d'un mauvais côté, dans un sentiment anti-chrétien et un sentiment très anti-musulman, alors qu'il y a quand même 14% de la population qui est musulmane et qui a droit au respect en Inde. Regardez ce qui se passe au Japon avec Abe, le Premier ministre Abe, et le regain du shintoïsme, alors qu'on pouvait penser il y a 20-30 ans que le shintoïsme était en train de se terminer. Regardez ce qui se passe en Chine avec le retour du confucianisme. Donc on s'aperçoit que, je ne parle pas des lieux que je ne connais pas, Afrique ou Amérique latine, mais en tout cas pour les pays d'Asie, ces cultures asiatiques, on voit ce besoin nécessaire, vital, qui fait partie en quelque sorte de la condition humaine d'être rattaché à nos propres racines. Ben oui, presque partout, mais pas chez nous. Parce que parler de racines chez nous, ça veut dire qu'on est d'extrême droite. Eh bien non, voilà. Donc j'ai voulu lutter contre cela dans ce livre, pour montrer que l'attachement aux racines était quelque chose de très important. Et je me suis appuyé sur Simone Veil, Simone Veil, la philosophe, celle qui est morte en 1943 près de Londres, et elle était allée rejoindre De Gaulle
après avoir quitté Gustave Thibon, qui était devenu pour moi un ami très cher, un homme absolument magnifique, mais qui n'était pas du tout gaulliste, mais peu importe. J'ai des amis dans tous les clans, ça m'est égal. Le problème, c'est l'intelligence, et Gustave Thibon était doué d'une grande intelligence et d'une grande générosité. Donc Simone Veil a écrit, grâce à cette expérience dans la ferme de Gustave Thibon, ce livre magnifique qui s'appelle L'Enracinement. Elle a compris, elle, qui était d'une famille qui avait perdu à travers l'histoire toute une partie de ses racines, qui avait été très bien accueillie en France. Le frère de Simone Veil était considéré comme un des plus grands mathématiciens. Elle était quand même un normal sup, elle était agrégée, donc ils étaient bien intégrés dans cette société. Et leurs racines étaient un peu lointaines, et elle a compris la richesse des racines. Et elle a écrit des phrases magnifiques que je cite dans ce livre. C'est essentiel aujourd'hui, ce lien avec les racines, à condition que ça ne tombe pas dans l'exclusion des autres. Et c'est ça, je pense, le grand problème d'aujourd'hui. Et les plus jeunes d'ici seront confrontés à ce grand problème de trouver un équilibre intelligent entre les racines et l'universalité. Parce que le développement des racines tel que je le vois chaque année en Inde, c'est quand même un hindouisme qui veut exclure le reste. Le développement des racines chinoises, ils sont très habiles, ils sont très comédiens, ils ne le disent pas trop, mais c'est quand même la Chine est le centre du monde, et les autres, voilà, vous n'êtes pas grand-chose. De même, d'ailleurs, le développement des racines tel qu'il a eu lieu dans les partis de droite aux États-Unis, c'est quand même un repli sur soi. Donc voilà, on ne peut pas lutter contre la mondialisation, elle est là, et le meilleur remède contre la mondialisation et l'horreur que la mondialisation suscite, c'est-à-dire l'uniformisation. L'uniformisation, je voyage énormément, et d'année après année, je vois les gens s'habiller de la même manière, penser de la même manière, les mêmes chansons. Quelle horreur! Un monde complètement uniformisé, où tout le monde aura la même nourriture. Mais quelle horreur! Gardons nos spécificités et restons ouverts à l'universel.